l'intelligence artificielle, elle n'a pas vocation à remplacer, elle a vocation à aider, à améliorer, à enrichir, mais pas à remplacer. On a décidé, il y a déjà 2 ans maintenant, de mettre en place ce que l'on appelle un dividende écologique. C'est-à-dire que l'on prend 10% de nos résultats annuels pour financer des projets de régénération de la biodiversité. On est passé d'un management assez traditionnel, pas excessivement dur, mais traditionnel, à un management par la confiance. Ce qui fait la qualité de la relation avec nos sociétaires, c'est la culture interne. Notre raison d'être, elle est orientée autour de l'idée d'attention sincère portée à l'autre, et attention sincère portée au monde pour les sujets écologiques. Bonjour à toutes et à tous, je suis Marc Landré et vous écoutez le podcast de l'hypertransformation by SIA Partners, le premier podcast qui décrypte de l'intérieur les transformations technologiques et organisationnelles des entreprises. Tous les mois et demi, nous recevons un dirigeant d'entreprise qui prend le temps de revenir sur les grandes étapes de son parcours, personnel et professionnel, mais aussi d'analyser les enjeux structurants de la transformation de son entreprise. Une trentaine de technologies à vocation disruptive sont actuellement en gestation ou en cours de déploiement dans les entreprises. L'intelligence artificielle, évidemment, qu'elle soit générative, prédictive ou frugale, mais aussi plus globalement le numérique via l'informatique quantique ou la réalité immersive, ou encore le spatial, les sciences de la vie ou des matériaux, les crypto-monnaies, la cybersécurité, la décarbonation. La combinaison de toutes ces technologies, qui est la caractéristique de cette révolution industrielle, de cette hyper-transformation, change fondamentalement la donne et démultiplie la vitesse de développement des entreprises qui n'ont d'autre choix que de s'adapter pour survivre. C'est tout l'objet du podcast de l'hyper-transformation by SIA Partners que de vous raconter, comme si vous y étiez, les coulisses et les impacts de cette révolution technologique à l'œuvre. Après Olivier Duhat en septembre, nous avons le plaisir de recevoir aujourd'hui Pascal Demurger, DG du groupe Maïf et coprésident du mouvement Impact France. Alors pour fixer les esprits, le groupe Maïf emploie quelques 9000 collaborateurs à 4 millions de sociétaires, réalise peu ou prou 4 milliards d'euros de chiffre d'affaires par an et a affiché 23 millions d'euros de bénéfices en 2023 versus 155 millions en 2021 et 82 millions en 2022. Pascal me fait un signe pour me dire que c'est pas 4 milliards de chiffre d'affaires, mais 5 réalisés cette année. 80% de l'activité du groupe porte sur l'assurance dommages, automobile et habitation, et 85% des placements sont réalisés selon des critères ESG, c'est-à-dire sans aucune valeur pétrolière en portefeuille. Pascal, bonjour. Merci d'avoir accepté d'être le deuxième invité du podcast de l'hypertransformation by SIA Partners. Est-ce que tu vas bien ? Mais oui, je vais bien, merci, et merci de ton invitation surtout. Merci à toi d'avoir accepté. Alors, pour te présenter rapidement, tu es originaire de Roanne, dans la Loire, issu d'une famille extrêmement modeste. Tes parents ont quitté l'école à 13 ans après leur certificat d'études en poche. Tu as intégré le groupe Maïf en 2002, après un début de carrière à la direction du budget, et tu en as pris la tête en 2009. Alors, tu as 60 ans, tu vis entre Niort et Paris, et tu es papa de 3 beaux grands enfants. J'ai bon pour l'instant. Je suis impressionné par ton niveau de connaissance. Alors, ma première question, Pascal, elle est relativement simple. Je voudrais que tu nous expliques comment le jeune en échec scolaire que tu étais, à la limite de la petite délinquance, parce que tu rappelles qu'il t'est arrivé de voler des mobylettes et de te retrouver au poste de gendarmerie locale quand tu étais adolescent, comment ce jeune extrêmement turbulent, je reprends encore tes mots, qu'on avait orienté vers un bac G, s'est finalement retrouvé à l'ENA, l'école de la République la plus difficile pour ton père, et ensuite à la tête d'un des leaders du secteur des assurances et des mutuelles. Explique-nous cette énigme. Alors, il y a beaucoup de hasard, beaucoup de chance dans ce parcours. Donc tu l'as dit, je suis un adolescent plutôt turbulent, suffisamment turbulent pour que à la fin du collège, à la fin de la 3e, mon père, qui se faisait une représentation assez classique finalement du monde de l'enseignement, décide de m'inscrire dans un lycée privé parce que considérant que je serais beaucoup plus tenu, qu'il y aurait un peu plus de discipline que dans le public. Peu importe sa vision du système éducatif. Mais tu le disais, mon père, il a quitté l'école à 13 ans, donc il ne connaît pas en réalité le système éducatif. Et il m'inscrit dans un lycée sans véritablement se renseigner.
Moi, ça m'intéresse absolument pas, je regarde pas le sujet. Et je me rends compte, quand j'arrive dans ce lycée, que c'est un lycée technique qui prépare un bac G, comme tu l'as dit, le bac G de Michel Sardou. Et voilà, et je suis là, de toute façon, comme mes centres d'intérêt sont ailleurs, c'est plutôt mes bandes de copains et les 400 coups. J'y reste et donc je fais un bac G, un bac G2 de comptabilité. Et puis, à la fin d'un bac G2, alors j'ai mon prof principal à l'époque qui me dit « Pascal, tu devrais essayer de sortir de la logique. Bac G, ça conduit à des études courtes, IUT ou BTS. Il me dit « Tu devrais sortir de cette logique, vraiment t'en as les moyens. Inscris-toi en fac de droit. » Mes parents refusent. Pour des raisons à la fois familiales. J'ai à l'époque une sœur qui est à la fac elle-même et qui se suicide. Et dans l'imaginaire de mes parents, la fac est un peu, pas un lieu de perdition, mais pas très loin. Et donc ils refusent et je me retrouve inscrit en BTS et je fais un BTS de compta. Et là, il se passe de manière assez concomitante deux événements. Un événement très personnel. Je comprends un jour... Lors d'un dîner, Absolument, ouais, lors d'un dîner familial, c'est même un déjeuner dominical en fait. Mes parents ont invité un couple d'amis à eux, je participe à ce déjeuner. Mon père demande à son ami des nouvelles de ses enfants, et son ami lui explique que son dernier fils, qui est un peu plus âgé que moi, après avoir lui-même fait les 400 coups au lycée, a finalement réussi à intégrer une école d'ingénieur à la surprise heureuse de son père. Et je vois énormément de dépit dans le regard de mon père que je croise à ce moment-là. Tu dis, c'est pas à mon fils que ça arriverait, c'est ça ? Exactement. C'est exactement ce que je lis dans son regard. Et je suis saisi par ce regard. C'est la première fois que peut-être d'une certaine manière, que je me dis, mais oui, au fait, il a des attentes à mon égard, et ces attentes, je suis en train de les décevoir. Donc je suis à la fois... un peu piqué quand même. Et puis je me rends compte que la vie que je mène ne conduit pas à grand chose. Et comme je suis piqué, je l'interroge, un peu en mode fanfaron, et je lui dis Papa, c'est quoi pour toi l'école la plus difficile en France ? Il hésite, Polytechnique, non, l'ENA, finalement, l'ENA. Je dis ok, je ne sais absolument pas ce que c'est que l'ENA. Enfin, je vis dans un autre monde. Je ne sais absolument pas ce que c'est. Et de manière à peu près concomitante, de nouveau mon prof principal, cette fois en BTS, m'invite à dîner, ce qui n'est pas une démarche très, très habituelle, et me dit, écoute Pascal, je pense vraiment que tu mérites de faire autre chose. Et il se trouve que je viens de recevoir une circulaire du ministère de l'Éducation nationale nous informant qu'il y a une prépa pour préparer le concours d'entrée à l'ENA qui vient de s'ouvrir et qui est réservée aux jeunes qui ont fait précisément des études courtes, IUT ou BTS. Tu devrais regarder. Et donc, une espèce de convergence là, quand même extrêmement étonnante. Exactement, c'est un signe. Et donc, j'y vais. Il y a des épreuves pour entrer dans cette prépa. Il y a notamment un oral, dont je comprendrai par la suite que je l'ai complètement loupé. Parce que ils interrogent notamment sur l'ENA, la représentation qu'on s'en fait, etc. Et je suis complètement à côté de la plaque, parce que, encore une fois, j'ai aucune idée de ce qu'est l'ENA. Malgré tout, ils me prennent. Et donc, j'entre dans cette longue préparation pour le concours d'entrée, avec tout à rattraper. Et tout à rattraper non seulement sur le plan académique, j'ai travaillé aucune des matières du concours d'entrée, mais tout à rattraper aussi sur un plan, j'allais dire socioculturel. On voit bien l'ENA, le grand oral, etc. Il y a un certain nombre, à la fois un socle de culture indispensable, et puis des codes comportementaux qu'il faut adopter pour pouvoir passer la barre. Tout ça, je ne l'ai pas. Et donc, tu vas l'apprendre. Et je vais l'apprendre. Tu vas le bosser, tu vas l'apprendre pour pouvoir passer l'ENA que tu vas avoir. Je l'ai dit tout à l'heure, tu choisis en 2002 la Maïf. Ouais. Après une début de carrière à la direction du budget. Pourquoi tu choisis la Maïf, le secteur des mutuelles, qui est quand même assez particulier, et pas l'industrie, une grande banque ou même un assureur classique ? Ça aurait été plus logique. Est-ce qu'il n'y a pas chez toi déjà cette envie d'un capitalisme un peu différent et responsable, ou c'est un hasard ?
Écoute, je vais être honnête, c'est le fruit du hasard, même si je ne crois pas à l'existence du hasard. Je t'ai raconté cette histoire, la manière dont, par effraction, je suis rentré à l'ENA. On voit bien que dans cette histoire, il n'y a pas véritablement de hasard, et donc il n'y en a sans doute pas véritablement pour la Maïf ou pas. En revanche, si on regarde le déroulement de la manière dont ça s'est passé, on pourrait penser en effet que c'est totalement le fruit du hasard. D'abord, à l'époque, moi je ne connais pas la Maïf. Je ne connais pas la culture mutualiste. J'ai pas d'idée de ce que sont les mutuelles, et en particulier les mutuelles d'assurance, par rapport à des entreprises classiques, capitalistes, comme on dit. Donc je n'y vais pas par, comment dirais-je, orientation, ni idéologique, ni éthique, ou que sais-je. J'y vais vraiment sans savoir où je vais. D'ailleurs, je suis approché par la Maïf, alors que je suis encore à Bercy, sur un poste que finalement je refuserais. Il souhaite à l'époque me recruter comme DRH de la Maïf. Malgré tout, je vais aux entretiens parce que j'ai dans l'idée d'aller faire un tour dans le privé pour avoir une expérience du privé. On en reste là, et puis un mois après, ils reviennent vers moi en me disant « Ok, on a bien compris, et d'ailleurs, on est en train de recruter un vrai DRH, mais votre profil nous intéresse, et dans une logique d'évolution, on aimerait bien vous construire un parcours au sein de la Maïf. Est-ce que vous accepteriez de nous rejoindre, ce que je fais ?» Et effectivement, ils me construisent un parcours extrêmement intelligent, où ils me plonge véritablement dans la technique assurantielle, pour faire de moi à peu près, que je comprenne à peu près ce qu'est l'assurance. Et donc, je m'immerge dans les sujets assez techniques, la refonte du système de tarification. Le système de tarification en assurance est extrêmement important. C'est évidemment corrélé au niveau de risque de chaque sociétaire finalement, ou catégorie de sociétaires. Je suis responsable de la réassurance, qui est aussi un domaine à la fois très important pour l'équilibre économique de l'entreprise, et puis un domaine très technique également, qui touche à la fois à la technique assurantielle et aux grands équilibres économiques du groupe. Ils me font diriger une grosse filiale à l'époque de la Maïf. Et c'est un parcours qui t'amène, en 2009, à devenir le patron de la Maïf, le grand patron de la Maïf, et tu en profites alors pour lancer tout un tas de chantiers afin d'améliorer l'efficacité opérationnelle du groupe. Et tu dénonces en passant les accords sociaux. Ton management, c'est toi qui le dis, était à l'époque brutal, alors que c'est paradoxal, parce que quand on connaît le patron engagé que tu es aujourd'hui, et je rappelle que la Maïf a été l'une des premières sociétés françaises à prendre le statut en 2019 d'entreprise à mission, ça peut paraître surprenant, incongru, à croire que tu avais peut-être à l'époque le syndrome de l'imposteur et que tu cherchais à tout prix à démontrer ta légitimité. Est-ce que tu peux nous dire quel était ton but, quelle était ta vision du leader de l'époque, à l'époque, et qu'est-ce que cet épisode de management t'a appris et pourquoi tu as changé ? Alors je ne sais pas si je dirais brutal ou si j'ai dit brutal. Tu l'as dit. Je crois que je l'ai dit. mais je crois que c'est pas dans ma personnalité. En revanche, un management totalement classique. Ma vision de l'entreprise à l'époque, elle est absolument pas empirique. J'ai pas d'expérience du monde de l'entreprise. Je suis 7 ans d'expérience. Là, quand tu prends la tête en 2009. Oui, une filiale. Mais pas d'expérience de direction. J'ai dirigé une filiale, mais en réalité, c'est une filiale qui a son compte d'exploitation, qui a son activité, mais qui n'a pas son personnel, qui repose sur les salariés de la Maïf. Donc, j'ai pas véritablement d'expérience de direction. N'ayant pas d'expérience de direction, et peut-être effectivement avec un reste important de syndrome de l'imposteur, parce que voilà les conditions dans lesquelles je suis rentré à l'ENA, etc. N'ayant pas cette expérience, je me rattache à ce que je crois être les canons de la direction d'une entreprise. Et donc, je suis un dirigeant extrêmement classique. Très focalisé sur les sujets, tu l'as dit, d'efficacité opérationnelle, de productivité, de résultats économiques, au fond. Très peu préoccupé par les autres sujets, notamment d'épanouissement des collaborateurs, d'impact de l'activité de l'entreprise.
C'est pas mon point. Mon point, je suis vraiment totalement focalisé, encore une fois, sur l'efficacité de la boîte. Et assez convaincu que le management, c'est un sujet, j'allais presque dire de commandement, de hiérarchie. On donne des ordres, on en vérifie la mise en œuvre et on en constate les résultats. Mais c'est aussi simple que ça, et c'est très vertical, et ça n'a pas vocation à être différent. Et ça marche pas. Et ça marche pas, évidemment. Évidemment que si ça marchait, ça se saurait. C'est ça qui te conduit à changer. Et qui te fait prendre conscience qu'il faut un autre management. Il y a plein de choses concomitantes qui vont me faire prendre conscience qu'il faut un autre management. Il y a plusieurs prises de conscience. Je me rends compte également, quand je suis arrivé à la Maïf, si je reviens quelques années en arrière, donc je te l'ai dit, je ne connais pas la Maïf, je ne connais pas ses spécificités, ses particularités. Et je suis très surpris et agréablement surpris de constater que finalement les gens parlent énormément, à l'époque c'était le mot qui était principalement utilisé, d'éthique dans la conduite des affaires de l'entreprise. Et je me rends compte que c'est un souci qui est réel, qui est sincère. C'est pas un affichage, c'est véritablement sincère et profond. Et dans toutes les réunions, les gens s'interrogent sur est-ce que ce qu'on s'apprête à décider, c'est bien sur un plan éthique, etc. Et puis quelques années après, à ce moment-là, au moment tout début des années 2010, là, ça fait 2-3 ans que je suis DG de la Maïf. Et je me rends compte qu'en réalité, il y a un problème dans la manière dont on considère ces sujets d'éthique. Il y a un problème parce qu'on les considère en opposition par rapport à la performance de l'entreprise, sa performance commerciale, sa performance économique, financière. Et forcément, si c'est vu comme étant en opposition, finalement, on tranche au milieu, on fait des compromis. Et donc, on trouve des solutions, on apporte des réponses qui ne sont pas complètement satisfaisantes au plan éthique, pas totalement performantes en termes économiques. Et je me rends compte que ça ne peut pas véritablement marcher. Et on commence à imaginer de manière un peu systémique un modèle d'entreprise dans lequel ces considérations éthiques, l'engagement de l'entreprise finalement, nourrira sa performance. Alors, c'est ce que tu appelles le management et la culture d'entreprise qui est basée sur le dialogue, sur la collaboration, la confiance, le copartage des responsabilités, l'autonomie dans la réalisation des tâches, l'intelligence situationnelle. Un management donc par la confiance que tu as réussi à mettre en œuvre avec succès au sein du groupe Maïf et que tu portes au sein du mouvement Impact France que tu coprésides. On a une tradition dans ce podcast, c'est des questions extérieures. Et donc là, il y a une question qui vient d'Éric Albert, qui est le fondateur et dirigeant de YouSide, cabinet spécialisé dans le coaching et l'accompagnement des dirigeants, qui t'interroge spécifiquement sur ce point du management par la confiance. On l'écoute. Bonjour Pascal. Tu es à l'évidence le dirigeant qui a le plus mis en œuvre la capacité décisionnelle et de prise d'initiative des agents sur le terrain, avec, à l'évidence aussi, un résultat de cette politique managériale qui s'est notamment manifesté à travers le Net Promoter Score, c'est-à-dire que les clients voient bien qu'ils ont en face d'eux un interlocuteur responsable qui peut vraiment les aider. Ma question est, est-ce qu'il y a une limite à ce mode de management ? Est-ce qu'il y a des difficultés particulières? Et notamment, comment est-ce qu'on fait avec les acteurs qui sont des acteurs qui ne se montrent pas à la hauteur de la prise d'initiative qu'on leur donne? Merci, à bientôt. Alors d'abord, merci Eric pour ce témoignage sur ce que l'on fait à la Maïf. C'est évidemment un travail en profondeur, on se parle de culture.
hein, on se parle de changement de comportement, et on se parle d'un corps social aujourd'hui de près de 10 000 salariés, de 10 000 personnes, hein, et on ne fait pas évoluer des comportements, une culture sur un corps social aussi important, simplement en claquant dans les doigts ou en le décidant, en le décrétant. Ça ne se décrète pas. Ça se construit, et ça se construit progressivement. Comment on fait ? Moi, je crois qu'il y a plusieurs ingrédients. D'abord, il y a le moment du passage. Hein, on est passé d'un management assez traditionnel, pas excessivement dur, mais traditionnel, reposant sur la hiérarchie, l'autorité, etc., à un management par la confiance. Ce passage, il faut l'orchestrer, et il faut que, au fond, l'ensemble des salariés, des managers d'abord et des collaborateurs ensuite, comprennent de manière très très profonde que ce passage, il est réel et il est définitif. Hein, qu'il y aura un avant et un après. Et que, effectivement, après, ce ne sera pas comme avant. Hein, il faut qu'il y ait vraiment ce sentiment que, oui, on bascule dans autre chose. Parce qu'autrement, les gens restent dans leurs habitudes, hein, dans ce qu'ils pratiquent depuis parfois des décennies, et ils n'ont pas de raison de changer. Il faut aussi que, de manière symbolique, là aussi, hein, on joue énormément sur les symboles, il faut aussi qu'ils soient convaincus qu'il n'y aura pas, que ça n'est pas réversible, hein, que c'est une volonté. C'est pas une mode. C'est une volonté qui est forte, qui est évidemment incarnée au plus haut de l'entreprise, et que il y aura pas de machine arrière, ce qui d'ailleurs a plein de conséquences, hein, y compris sur le fait, moi je me souviens très bien, ça fait maintenant une grosse douzaine d'années qu'on a mis ça en place. Depuis cette mise en place, régulièrement, on m'a posé la question de savoir si j'allais rester à la Maïf. Avant, jamais. Et c'est pas un hasard, c'est parce que les gens ont besoin de savoir si effectivement la mise en œuvre de ce changement assez profond est durable ou pas. Ensuite, évidemment, il faut énormément, bien sûr, expliquer, bien sûr, communiquer, mais aussi accompagner. Hein, quand on a fait cette bascule, on devait avoir à l'époque à peu près entre 7 et 800 managers. On a mis en place des programmes totalement individualisés pour chacun de ces 7 à 800 managers, complètement individualisés. Parce que tout simplement, les managers en question, ils étaient dans des situations très différentes. Certains n'adhéraient pas à la volonté de changer le style managérial. Parce que ça fait 20 ans que je manage comme ça, c'est quand même pas là le nouveau qui va m'apprendre à manager, et ça marche très bien et je vois pas pourquoi je le changerais. Il y a ceux qui, étaient plutôt attirés par l'idée, plutôt favorables, mais qui tout simplement ne savaient pas comment faire. Ça veut dire quoi, manager par la confiance ? Qu'est-ce que je dois changer dans mes pratiques quotidiennes, etc. Il y a ceux qui, éventuellement, presque à l'inverse, voulaient aller trop vite, trop loin. Hein, enfin bref, tout un tas de tas de figures. Et donc, on a construit des parcours complètement individualisés avec des réponses différentes, des formations pour les uns, des coachings pour les autres, des learning expeditions pour les troisièmes, des lectures, que sais-je. Donc, il y a cet accompagnement. Et puis bien sûr, évidemment, tu connais cette expression, hein, on dit souvent un escalier ça se balaye par le haut. Effectivement, il faut d'abord qu'il y ait une impulsion du plus haut de l'entreprise et surtout une forme d'exemplarité, hein, et c'est évidemment les comportements exemplaires du haut qui finissent aussi par imprégner l'ensemble de l'entreprise. On va se recentrer un peu sur l'activité de la Maïf, qui aujourd'hui, comme tous les acteurs du monde de l'assurance et des mutuelles, est confrontée à une transformation de son modèle
en raison du changement climatique. Les catastrophes naturelles à répétition, que ce soit les inondations, les sécheresses, les ouragans, les tempêtes, la montée des eaux, sont une réalité qui plombe les résultats des groupes, notamment celui de la Maïf, et modifie la définition même du risque assurable. Je rappelle qu'un risque n'est plus assurable du moment où sa réalisation devient certaine. Alors comment tu adaptes ton groupe à cette nouvelle donne? Est-ce qu'on change de modèle, on privilégie la prévention? Est-ce qu'on revoit la frontière entre assurance et solidarité? Est-ce qu'on décide de ne plus assurer certains risques? Est-ce qu'on augmente les mensualités des primes? Enfin, comment tu t'adaptes à cette donne du changement climatique qui percute le modèle économique du groupe? Alors, effectivement, hein, ce changement climatique, les assureurs sont en quelque sorte au premier rang du changement climatique. On le mesure depuis plus de 10 ans maintenant, hein, et on voit d'année en année l'augmentation des événements climatiques de grande importance, et évidemment, de manière concomitante, l'augmentation de leurs coûts. Hein. Là où on était pour une maison comme la Maïf on oscillait entre 300 et 400 millions d'euros de coûts annuels il y a encore quelques années. On est passé à 800 millions en 2022, on n'était pas très loin en 2023, 2024 n'est pas terminé. Enfin, on voit qu'il y a une inflation extrêmement forte. Face à ça, il y a deux risques finalement, en particulier, notamment pour les particuliers. Le premier risque, bien sûr, c'est une élévation progressive du coût de l'assurance. Et ça, d'une certaine manière, c'est inévitable. On ne peut pas durablement rembourser plus que les primes que l'on perçoit au global, même si, très honnêtement, depuis 2 ou 3 ans, c'est le cas pour nous, et on prend sur nos fonds propres. Tu as cité nos résultats qui sont microscopiques ces dernières années, et pas suffisants de manière durable pour soutenir la solvabilité du groupe. Donc conjoncturellement on peut le faire, on ne peut pas le faire durablement. Donc oui, il y aura tendanciellement une augmentation du prix de l'assurance, et notamment de l'assurance habitation. Et puis il y a un deuxième risque. Il y a un deuxième risque qui est lié au fait que finalement on sait de manière très précise en réalité les zones dans lesquelles les risques climatiques vont survenir. Alors on ne sait pas à quelle date évidemment, mais les zones qui sont susceptibles d'être inondées, on les connaît. La sécheresse, on sait où elle intervient, etc. Et donc évidemment le risque, c'est que les assureurs, sachant ça, décident de limiter leur exposition et de ne plus couvrir des habitations qui seraient dans des zones jugées trop risquées. Et ça, c'est évidemment une situation qui, au plan social et même politique demain, est une situation extrêmement grave. On ne peut pas imaginer que demain, les 10% ou 15% de la population française vivant dans les zones les plus exposées ne trouvent plus d'assureurs, ne puissent plus assurer leur maison. Ça peut être plus vicieux que ça. Ça peut être, on trouve un assureur, mais avec des tarifs qui sont tellement prohibitifs que ça devient effectivement non assurable. Exactement. Et cette tentation, forcément, pour un certain nombre d'assureurs, existe peut-être déjà. Et donc, nous, on se bat pour que finalement, les assureurs soient contraints d'être présents dans ces zones-là, à hauteur de leur part de marché nationale, qui est une solidarité en quelque sorte, une mutualisation du risque entre les assureurs pour continuer à couvrir l'ensemble des habitations françaises. Mais est-ce qu'il y a aussi, je ne sais pas moi, on parle beaucoup de prévention comme en assurance santé, bien sûr, qui peut moduler évidemment la prévision du risque, mais en même temps la tarification de sa couverture. Est-ce qu'un groupe comme Maïf développe en matière d'assurance dommage des questions de prévention? Bien sûr, alors la prévention a un rôle extrêmement important. La prévention d'ailleurs elle se fait à plein de niveaux. Il y a d'abord la prévention globale, j'allais dire, ce qu'on appelle l'atténuation, pour faire en sorte de limiter
le réchauffement climatique et ses conséquences. On pourra y revenir, mais la Maïf fait énormément de choses à travers ses investissements, à travers la manière dont elle assure et dont elle répare surtout. Et puis il y a la prévention, cette fois très locale, pour limiter les conséquences des risques lorsqu'ils surviennent. L'atténuation, c'est pour éviter la survenance même des risques-là, en tout cas essayer d'atténuer le réchauffement pour qu'il y ait moins de catastrophes naturelles. La prévention, c'est véritablement pour limiter les conséquences de ces risques quand ils surviennent. Et donc oui, on accompagne nos sociétaires pour s'équiper d'éléments prévenant les conséquences de ces risques, mettre par exemple ce qu'on appelle des bâtardos, c'est-à-dire des barrières étanches devant les ouvertures en cas de crue et d'inondation, c'est éventuellement modifier l'installation électrique pour que les compteurs ne soient pas au rez-de-chaussée susceptibles d'être inondés, c'est faire un tas de choses pour prévenir la gravité du sinistre. On le fait y compris. On a décidé, il y a déjà 2 ans maintenant, de mettre en place ce que l'on appelle un dividende écologique. C'est-à-dire que l'on prend 10% de nos résultats annuels pour à la fois financer des projets de régénération de la biodiversité, mais aussi pour accompagner nos sociétaires qui, à la fois, sont les plus exposés aux risques climatiques et qui n'ont pas les moyens financiers de financer justement de la prévention. C'est ce que tu appelles la solidarité climatique. Absolument. Et donc on les aide financièrement à prendre des mesures de prévention sur leur habitation, de protection finalement. Alors, on vient de parler du changement climatique. Il y a un autre problème qui impacte les comptes de la Maïf, c'est les violences urbaines. Qui se développe. Et d'ailleurs, les violences de juin 2023 ont plombé les résultats annuels et conduit à devoir recapitaliser la filiale SMACL Assurance, qui est le premier assureur des mairies et autres acteurs économiques publics locaux. Est-ce à dire que, devant la prévenance de ce risque, celui des violences urbaines qui se multiplient, est-ce à dire que les collectivités territoriales, entre les risques climatiques et les risques de violences urbaines, ne seront bientôt plus assurables ? Alors, on n'en est pas là. Le montant de l'assurance, le coût de l'assurance dans le budget d'une collectivité locale, c'est quelque chose d'extrêmement marginal. On se parle de quelques pourcents, voire moins. Donc on n'en est pas là aujourd'hui. En revanche, c'est vrai que ce sujet des émeutes, des violences urbaines, devient réel. Il y a un grand réassureur mondial qui s'appelle Swiss Re, qui a classé la France parmi les pays les plus exposés aux émeutes et aux violences urbaines. Donc ça devient en effet un vrai sujet. On l'a vu notamment en Nouvelle-Calédonie, où il y a plus d'1 milliard de dégâts dus aux émeutes d'il y a quelques mois maintenant. Donc ça devient un vrai sujet qui est aggravé en quelque sorte par la politique de maintien de l'ordre qui consiste, et c'est complètement légitime par ailleurs, qui consiste à éviter à tout prix qu'il y ait des blessés ou a fortiori évidemment des morts, et qui accepte finalement qu'il y ait des dégradations sur les bâtiments et notamment les bâtiments publics, qui n'intervient pas pour éviter les violences physiques entre les personnes. Alors c'est complètement légitime et il n'y a pas de sujet là-dessus. En revanche, c'est un choix de l'État que finalement de laisser le montant des dégradations sur les bâtiments enfler de manière extrêmement importante, et les conséquences sont évidemment pour les assureurs. Donc ce que tu dis, c'est que c'est l'État qui devrait prendre en charge le coût de ces dégradations et des réparations. Je pense qu'il y a un sujet à un moment donné de répartition des coûts entre les assureurs et la puissance publique, oui, tout à fait. Alors, on va venir à un autre sujet qui est celui de l'intelligence artificielle.
puisqu'on peut se dire que cette intelligence artificielle permet aujourd'hui de mieux anticiper et prévenir les risques et de faire du sur-mesure par client. Alors c'est Sophie Le Goff, qui est associée et responsable du département assurance chez SIA Partners, qui a une question sur ce sujet. On l'écoute tout de suite. Bonjour Pascal. Le marché de l'assurance fait face à une pression multiple provenant de la concurrence, des attentes des consommateurs, des défis technologiques, des régulations strictes et des risques accrus. Pour rester compétitif et rentable, on dit souvent que les assureurs doivent non seulement innover, mais aussi adopter une gestion proactive des risques et une transformation numérique profonde. Ma question, Pascal, croyez-vous que l'innovation et les nouvelles technologies, comme l'IA générative, puissent constituer une révolution radicale pour le secteur de l'assurance? Merci. La révolution intelligence artificielle. Alors, il va y avoir des changements extrêmement profonds. Il va y avoir des changements extrêmement profonds sur l'ensemble de la chaîne de valeur, j'allais dire. À la fois, en effet, sur la dimension technique du métier, l'évaluation du risque, sa tarification, etc. Et puis des changements profonds, bien sûr, dans la manière dont l'intelligence artificielle peut intervenir dans la relation, tout simplement, entre l'assuré et son assureur. Donc on est et sur le prédictif, une intelligence artificielle prédictive et générative dans la relation, effectivement, entre l'assureur et le client. C'est exactement ça. C'est exactement ça. Après, évidemment, les assureurs vont faire des choix différents selon, selon leur conception du sujet et selon leur business model. Nous, on a une conception de l'intelligence artificielle qui est relativement simple. Évidemment, on ne peut pas, et on n'est pas, et on ne sera pas à la traîne sur le sujet. On ne peut pas se permettre de prendre du retard sur un sujet aussi transformant, mais aussi vous comme les autres, d'ailleurs. Impactant. Comme les autres. On ne peut pas être les Amish de l'intelligence artificielle, ça c'est tout malgré à fait toute clair. l'amitié que tu as pour les Amish. Absolument. En revanche, nous nous sommes fixés à nous-mêmes des règles extrêmement claires sur les cas d'usage de l'intelligence artificielle. Alors, d'abord des règles éthiques, j'allais dire, sur la dimension écologique du sujet, sur évidemment la protection des données, sur la question de la souveraineté des données, pas de stockage de données aux États-Unis, par exemple, etc. Très bien, ça c'est un aspect, c'est la base. Et puis après, des règles sur l'usage que l'on en fait. Pour nous, l'intelligence artificielle, elle n'a pas vocation à remplacer, elle a vocation à aider, à améliorer, à enrichir, mais pas à remplacer. Pas à remplacer de salariés, on n'est clairement pas dans une recherche de productivité, de substitution, et pas à remplacer la relation entre le sociétaire et les salariés de la Maïf. En revanche, il y a tout un tas de sujets sur lesquels elle peut permettre d'enrichir considérablement, de faciliter le travail des gestionnaires, des conseillers, en remontant les informations les plus pertinentes, en préparant le travail, par exemple en préparant des réponses à des mails. Elle peut évidemment améliorer la qualité de la relation pour nos sociétaires, mais on refuse d'être dans une logique de substitution. Alors ce qui est intéressant, c'est que vous venez de conclure une convention salariée sur cette thématique de l'IA. Vous avez demandé à vos salariés d'imaginer ce que serait demain la Maïf avec cette donne IA. Alors, sans trahir de secret, parce que vous êtes encore en train de déplucher les résultats, mais qu'est-ce qui en ressort de cette convention salariée qui est quand même assez originale dans une entreprise ? C'est original et en même temps, quand on y réfléchit, c'est complètement légitime. L'IA va impacter le travail de chacun des 10 000 salariés du groupe, quelle que soit son activité en réalité. Et donc à partir du moment où le travail de chacun est impacté, il est quand même légitime que chacun puisse s'exprimer sur la manière dont il voit le sujet. Par ailleurs, c'est pertinent pour une entreprise d'aller demander aux gens qui effectuent le travail en question quels sont les cas d'usage, les domaines d'application qui vous semblent les plus pertinents, les plus urgents à mettre en œuvre, les plus prioritaires, etc. Ce sont eux
qui ont d'abord la meilleure connaissance au fond de ces sujets-là. Et donc on a décidé effectivement de réunir une convention avec des salariés représentatifs de l'ensemble des métiers, tirés au sort, pour que ce soit véritablement... Comme la Convention citoyenne. Comme la Convention citoyenne, exactement. Et moi, j'ai introduit cette convention en fixant les règles du jeu, en leur disant, voilà, vous allez faire un certain nombre de recommandations sur à la fois la manière dont la Maïf doit aborder le sujet de l'IA, et sur des propositions sur les cas d'usage qui vous paraissent les plus pertinents et les plus prioritaires. En revanche, avec une règle du jeu extrêmement claire, nous vous recevrons au niveau de la direction générale pour entendre l'ensemble de vos propositions. Par ailleurs, vous allez nous remettre un rapport écrit. Moi, je m'engage à ce que chacune des propositions soit instruite. Je ne m'engage pas à ce que chacune soit retenue. Ça, c'est l'inverse de la Convention citoyenne. Oui. Enfin, ça n'a pas de sens. Je ne peux pas transférer la responsabilité de décider à un groupe de salariés tirés au sort. Cette responsabilité, elle repose pas sur leurs épaules. En revanche, à chaque fois qu'une proposition soit ne sera pas retenue, soit sera différée dans le temps, évidemment, on leur expliquera pour quelles raisons elle n'est pas retenue. Alors, il n'y a pas que l'IA et le changement climatique qui poussent les entreprises du secteur à s'adapter, il y a aussi la concurrence nouvelle des assurtech. Je pense à Luco, je pense à Alan, je pense à Stoic, et qui proposent des parcours clients plus digitalisés et qui bousculent aujourd'hui le secteur de l'assurance, un peu comme Uber a obligé il y a 10 ans les taxis à changer et à s'adapter. Comment, à la Maïf, vous répondez à cette nouvelle concurrence des assurtech? Mais c'est une bonne, je trouve que c'est une bonne comparaison que tu fais avec Uber. Moi, il y a une petite dizaine d'années, on était très inquiet par l'émergence de ces assurtech et la possibilité qu'ils disruptent complètement le marché. Finalement, l'histoire s'est écrite autrement. Ces assurtech existent, elles ont eu une utilité très forte dans justement l'obligation qui a été faite aux assureurs traditionnels de se moderniser. Et on a tous aujourd'hui des applis qui sont complètement au goût du jour, j'allais dire. Et aujourd'hui, on peut avoir un parcours totalement digital, de la souscription d'un contrat jusqu'au règlement d'un sinistre, en passant par toutes les opérations que l'on peut avoir à faire avec son assureur. Évidemment, on est complètement digitalisé. Et oui, les assurtech ont accéléré ce mouvement de digitalisation. En revanche, elles n'ont pas pris la place qu'on pouvait redouter quand on était un concurrent traditionnel. C'est-à-dire qu'elles ont augmenté la part du gâteau, elles ont augmenté le marché ? Non, mais elles en ont pris une toute petite part et surtout, elles ne sont jamais parvenues à la rentabilité. Et certaines d'entre elles ont des problèmes, des croissances significatives, mais ont des problèmes financiers importants. Alors jusqu'à présent, le système fait qu'elles arrivent à lever des fonds. Et donc elles survivent malgré tout, mais avec pas mal de difficultés, oui. Alors, la solution, est-ce qu'elle passe aussi par l'exploration de nouveaux segments ou de nouvelles cibles ? On sait que la Maïf est originellement puissante dans le monde des enseignants, mais est-ce que vous cherchez pas de nouveaux clients chez les indépendants, les PME, les TPE par exemple, ou dans de nouveaux segments comme l'assurance emprunteur, prévoyance ou retraite ? Alors la réponse est clairement oui. La Maïf est bien sûr le premier assureur des enseignants. La grande majorité des enseignants sont assurés à la Maïf. Mais aujourd'hui, les enseignants ne représentent plus la majorité des assurés Maïf. On s'est ouvert à l'ensemble de la population. Et par ailleurs, en effet, il y a des relais de croissance sur à la fois en termes d'activité. Tu as cité la prévoyance, tu as cité l'assurance emprunteur. Ce sont des relais de croissance qui sont significatifs pour nous et qui sont importants pour les gens aussi d'ailleurs. Si on prend l'assurance emprunteur, jusqu'à une époque très récente, l'assurance emprunteur, c'était une espèce de monopole des banquiers. Et qui dit monopole... Et dont on ne pouvait pas changer. Et la loi, heureusement, a permis de faire évoluer cette donne. Exactement. Et on était scotché avec l'assurance emprunteur de son banquier, qui évidemment était à des tarifs prohibitifs. La loi a évolué, les comportements suivent un peu lentement, mais en tout cas aujourd'hui, chacun peut d'abord délier complètement
son crédit et son assurance emprunteur, c'est-à-dire choisir un établissement prêteur et un assureur différent, et chacun peut changer à sa main d'assurance emprunteur, ce qui fait que le coût a considérablement baissé. Donc oui, il y a des possibilités de croissance sur ce type d'activité, et puis tu l'as dit, sur des publics qui sont un peu nouveaux pour nous, les pros, les professions libérales, les freelances, les TPE, etc. Et ce sont des publics que l'on adresse aujourd'hui, avec un certain succès d'ailleurs. Et pour coller à la réalité de ce qu'est la société française en 2024, en tout cas au XXIe siècle. Un autre point sur la Maïf, c'est vous avez récemment mis 400 millions d'euros dans le sauvetage d'Orpea. Ce qui est une diversification pour le moins surprenante à première vue. Mais vous ne faites pas que ça en termes de diversification. Vous avez aussi développé un lieu culturel qui s'appelle Maïf Social Club, ou montez avec Ulule une place de marché éco-responsable qui s'appelle Bien ou Bien. Pourquoi vous allez sur des champs qui ne sont pas vos champs premiers ou qui ne sont pas liés au monde propre de l'assurance ? Alors, les réponses sont différentes selon les cas de figure. J'en ai cité que 3. Ouais, bien sûr, et on pourrait en citer d'autres en effet. Orpea, on se souvient, début 2022, la sortie du livre de Victor Castanel, Les Fossoyeurs, où on découvre avec horreur en réalité, la réalité de certains EHPAD et de la manière dont sont traités certains résidents dans ces EHPAD. La raison d'être, tu rappelais tout à l'heure que la Maïf est entreprise à mission, on a donc une raison d'être. Une autre raison d'être, elle est orientée autour de l'idée d'attention sincère portée à l'autre, et attention sincère portée au monde pour les sujets écologiques, mais d'abord attention sincère portée à l'autre, et quel que soit l'autre, que ce soit le salarié, que ce soit le sociétaire, etc. Quand on se préoccupe d'attention sincère portée à l'autre, on ne peut qu'être complètement révulsé par ce qu'on lisait dans Les Fossoyeurs. Et donc, à l'époque, on a commencé à regarder le sujet, voir si la Maïf avait vocation à intervenir ou pas. Et puis, sur ces entrefaits, il se fait que la Caisse des dépôts a essayé d'organiser le sauvetage d'Orpea avec des investisseurs institutionnels dans une logique, avec une philosophie qui nous convenait parfaitement bien. Investissement de long terme, il s'agit d'accompagner Orpea jusqu'à son rétablissement total. Priorité donnée à l'amélioration de l'accueil et des soins donnés aux résidents, mais aussi amélioration des conditions de travail des salariés, et les deux sont évidemment intimement liés, et puis rétablissement de la situation économique du groupe, encore une fois dans une perspective de long terme. La Caisse des dépôts a fait appel à nous et on a décidé effectivement de les accompagner. On a investi, tu l'as dit, 400 millions d'euros. C'était la condition pour que, à nous tous, avec la Caisse des dépôts, une autre mutuelle d'assurance, la CNP, on soit majoritaire au capital d'Orpea, majoritaire au conseil d'administration, et donc on ait la main pour effectivement réorienter Orpea vers une meilleure qualité de soins. Troisième et dernière question extérieure, c'est Olivier Duhat, qui était le premier invité du podcast de l'hypertransformation, qui est cofondateur de Webhelp et vice-président du board de Concentrix, qui souhaite t'interroger sur l'avenir de la relation client de la Maïf. On l'écoute. Cher Pascal, la Maïf est connue et reconnue pour la qualité de sa relation client, et ce depuis de nombreuses années. Alors comme les choses n'arrivent pas par hasard, j'aurais aimé connaître tes secrets et tes recettes pour arriver à ce niveau d'excellence. Et puis parle-nous aussi de l'avenir, notamment de la place de l'humain dans un monde qui a tendance à se digitaliser et quelque part à se déshumaniser. Comment vois-tu la relation entre le client et l'assureur ? Vaste question. Alors, vaste question. Mais essentielle. Ah bah, complètement essentielle. Elle est au cœur de notre modèle en réalité. Moi, sur la première partie de la question, quelle est la recette ? Pour moi, la réponse, elle est relativement simple. Ce qui fait la relation client, c'est le management. Ce qui fait la qualité de la relation avec nos sociétaires, c'est la culture interne. C'est la capacité à créer
chez les salariés du groupe un niveau d'attachement, un niveau de fierté et une culture commune qui font qu'effectivement, ils portent cette relation client. Et puis, c'est le management au sens aussi de marge de manœuvre. Hein, si on laisse... C'est le management par la confiance que C'est le management par la confiance, si on laisse aux téléconseillers, si on laisse aux gestionnaires des marges de manœuvre dans l'appréciation, mais ne serait-ce que tout bêtement, du temps qu'ils doivent consacrer à un sociétaire en fonction de son niveau d'émotion, de crainte, de que sais-je, évidemment qu'on a une relation beaucoup plus humaine, beaucoup plus personnalisée, et c'est à eux de décider pour rester sur cet exemple, du temps qu'ils doivent consacrer à un client. Si on ne les pressure pas, évidemment, la relation est bien meilleure. J'ai juste me permis de donner un exemple parce que qui m'avait relativement frappé. C'est par exemple lorsqu'il y a un sinistre d'une maison, tu me disais, plutôt que de payer des frais d'hôtel, si les assurés ont une maison de campagne, et qui préfèrent y aller plutôt que pendant qu'il y a des travaux dans leur maison ou qui a été sinistrée, on préfère leur payer l'aller-retour et des frais pour aller dans leur maison de campagne plutôt que des frais d'hébergement à l'hôtel, ce qui nous revient moins cher et ce qui leur fait beaucoup plus plaisir. C'est donc ça, cette attention particulière qui est portée aux besoins propres des assurés qui sont sinistrés. Absolument, et ça c'est clairement aussi, si on reprend cet exemple, c'est clairement à la main du gestionnaire lui-même. Hein, et si au cours de la conversation il se rend compte qu'en effet il y a une solution que le sociétaire préfère et qui n'est pas particulièrement coûteuse pour la Maïf, évidemment il va pouvoir la mettre en œuvre de sa propre initiative. Hein, et c'est lui qui décide, et c'est complètement différent, à la fois pour la qualité de son boulot, hein, l'intérêt qu'il y trouve, et pour la satisfaction du sociétaire, que si on était dans une procédure où il faut remonter, demander l'autorisation, et que sais-je. Donc oui, c'est exactement ça, le lien entre autonomie du collaborateur, et qualité de la relation, de même que le lien entre si je me sens bien dans mon entreprise, j'en deviens le meilleur ambassadeur. Non. Moi je suis frappé quand les gens me disent vous dirigez la Maïf, il se trouve que je suis assuré à la Maïf. D'ailleurs il y a quelque temps j'ai eu un contact avec un de vos services, et ce qu'ils me décrivent c'est toujours la même chose. Ils me décrivent avec surprise le fait que j'ai eu un de vos téléconseillers au téléphone, j'ai eu de la chance parce que non seulement il était très compétent, mais en plus il était extrêmement gentil. La gentillesse, ça ne se décrète pas, mais je crois que la gentillesse, ça peut se construire collectivement dans une culture commune, et ça change tout. Alors avant d'arriver à la conclusion de ce podcast, j'ai une dernière question sur la CSRD. Et sur la directive européenne sur le reporting de durabilité des entreprises que tu soutiens et que tu vois comme une opportunité historique pour l'économie et les entreprises d'avoir un référentiel de standards exigeants capable de mettre en lumière les engagements sociaux et environnementaux des entreprises. Tu es un des rares, un des seuls grands patrons à soutenir cette CSRD, boussole pour la transition et levier de transparence à destination des investisseurs, des politiques publiques et des consommateurs, dis-tu. Tu ne vois pas cette CSRD comme une usine à gaz qui va gréver la compétitivité des entreprises françaises et européennes en leur imposant des contraintes que leurs homologues n'auront pas à remplir. Pourquoi tu es si positif avec cette CSRD ? Il y a vraiment deux manières de voir les choses. Effectivement, on peut voir simplement la contrainte administrative. Et c'est vrai que la CSRD est trop complexe dans la manière dont elle est présentée aux entreprises. Et c'est vrai que ça demande, y compris dans mon entreprise, tu l'imagines, un investissement pour pouvoir répondre à l'ensemble des questions, des critères de la CSRD. Et puis, il y a une autre manière qui est le sujet de fond. Et moi, je crois qu'on a impérativement besoin d'un outil qui soit extrêmement solide, extrêmement sérieux, auditable, avec des données qui peuvent faire l'objet d'une vérification dont la véracité est prouvée avec le même niveau d'exigence finalement qu'un reporting financier, comptable. Je crois qu'on a besoin de ce reporting extra-financier pour plein de raisons. Si demain on veut que les entreprises modifient leur comportement,
en matière environnementale, écologique ou sociale, il est clair qu'il doit y avoir une incitation extérieure. Que cette incitation vienne des consommateurs, et demain, sur la base de CSRD, on pourra avoir une espèce de yucca du comportement écologique ou social des entreprises, et donc la possibilité pour les consommateurs de comparer et de choisir en fonction de ce comportement. Incitation de la part des pouvoirs publics. Moi, je me bats pour que demain, les aides publiques, par exemple, aux entreprises, soient conditionnées à leur comportement. Que l'on module, pourquoi pas, la fiscalité en fonction tout simplement de l'impact négatif ou positif que l'entreprise fait peser sur l'ensemble. Tu prônes pour un taux d'imposition variable des entreprises selon la nature de l'affectation du résultat ou de l'indexation des rémunérations des dirigeants, justement au respect de ces critères sociaux et environnementaux. Exactement. Mais pour mettre tout ça en place, il faut évidemment objectiver l'impact réel des entreprises sur leur environnement et sur la société. Et CSRD est l'outil qui va permettre ça. Mais c'est pas un problème si on est les seuls dans le monde à le faire, en Europe, et que les Américains ou les Asiatiques ne font pas la même chose? Alors c'est un problème si tout simplement on ne sait pas imposer le même niveau, le même standard, la même exigence écologique et sociale aux importations du reste du monde. C'est bien la logique de ce qu'on appelle en général la taxe carbone aux frontières. On attend toujours. Que l'on attend toujours. Mais qu'il est, alors a fortiori avec l'élection de Donald Trump et comment dirais-je, les barrières douanières qui vont être érigées à la fois aux États-Unis et en Chine, évidemment, on ne peut pas être les naïfs de l'histoire. Les dindons de la farce. Les dindons de la farce. Et donc oui, il faut qu'on protège notre industrie par, en effet, une élévation des standards, aussi bien écologiques que sociaux d'ailleurs. Ça n'a pas de sens d'imposer à la production interne à l'Europe des standards écologiques qui ne seraient pas respectés par les importations que l'on fait. Qui pour l'instant ne le sont pas d'ailleurs. Absolument. Et bien on arrive au terme de ce podcast. Merci infiniment Pascal d'avoir joué le jeu et répondu avec tout le naturel et la franchise qui te caractérise à cet interrogatoire sur l'hypertransformation de la Maïf et des entreprises françaises. Est-ce que tu as un mot de conclusion ou une dernière pensée que tu voudrais partager en réponse à une question essentielle que je ne t'aurais pas posée? Écoute, j'ai l'impression qu'on a été extrêmement complet. Merci et bravo pour la préparation de ce podcast. Je suis impressionné par la précision de tes questions et de ta connaissance sur la Maïf. Merci Pascal, merci à tous de nous avoir écoutés. Rendez-vous prochainement pour un 3e numéro du podcast de l'hypertransformation by SIA Partners.